10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Alors celle-ci, c'est jamais une vidéo comme les autres. Parce que ouais, on y est. On est de retour, les amis. Ce samedi soir à Munich, le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan s'affrontent dans le match le plus important de la saison. C'est le match le plus important des 15 dernières années pour l'Inter. C'est le match le plus important de l'histoire du PSG. C'est le match. C'est le match ultime. C'est le match qu'on attend tous chaque année. C'est le match qui définit les saisons passées. C'est le match que le globe entier va voir. Car oui les amis, c'est le grand soir. Et j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour prévisualiser cette rencontre qui pour moi va être une méga finale. J'en ai déjà parlé, footballistiquement j'attends un sommet du jeu, deux projets extrêmement élaborés, extrêmement riches, très différents aussi. Et c'est aussi une confrontation inédite. Première fois que le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan se rencontrent en match officiel. Ce sera donc en finale de Champions, dans une des finales les plus équilibrées sur le papier des dernières années, même si le PSG est présenté comme relativement favori. La cote pour la victoire en 90 minutes est à 2,20. L'Inter, c'est 3,50. La cote pour la victoire qui remportera, soulèvera le trophée, le PSG à 1,60. L'Inter à 2,40. On a par exemple le Paris Saint-Germain l'emporte et les deux équipes marquent à 3,95, ou le PSG l'emporte avec un but d'Ousmane Dembélé à 4,40. On va rentrer dans la preview, dans l'analyse. Mais les amis, comme vous le savez, si les cotes que vous avez vues vous intéressent, elles sont disponibles sur Winamax. Et avec le lien en description, vous avez accès à notre offre, la meilleure offre de bienvenue de France. Votre premier pari est remboursé si perdant en cash, pas en pari gratuit, en cash. Donc aucun risque sur ce premier pari. Et en plus de ça, à l'inscription, vous recevez en plus sur votre compte 10 € supplémentaires en cash. Ça, c'est l'offre spéciale Winamax Willou. Elle est accessible avec le lien en description. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit avec ce lien et fait un premier dépôt, je suis rémunéré aussi. Ça débloque le bonus de bienvenue. Et je suis rémunéré, ce qui m'aide beaucoup, ce qui aide la chaîne. Si vous avez prévu de vous inscrire sur cette finale de Ligue des Champions, n'hésitez pas à le faire avec mon lien. Je vous en serai très reconnaissant. Toutefois, si vous le faites, sachez bien sûr que les paris sportifs sont strictement réservés aux majeurs, interdits aux mineurs. Et faites attention, on perd plus souvent qu'on gagne, ça a toujours été mon cas, c'est peut-être encore plus vrai en Champions. Alors, ce méga match. Commençons par l'Inter, immense club qui va jouer sa 7e finale de Champions, qui en a déjà remporté 3, 2 premières sous Elinho Herrera dans les années 60, ça c'était genre la 3e ou 4e vidéo de l'histoire de la chaîne. On connaît bien cette histoire, on connaît bien celle de 2010, gagnée avec Mourinho, le Elinho Herrera de son temps. L'Inter connaît bien le parfum de la finale de Champions. Ils y étaient il n'y a pas longtemps, ils étaient en finale il y a 2 ans contre Manchester City. Et leur 11 de l'époque, Lautaro Martinez, Di Marco, Çalhanoğlu, Barella, Dumfries, Acerbi, Bastoni, Darmian. Ça nous rappelle quelque chose, Simone Inzaghi sur le banc, bien sûr le 3-5-2. Ça symbolise bien toute l'expérience de ce groupe qui a un énorme vécu commun. Inzaghi, Çalhanoğlu, Dumfries sont arrivés il y a 4 ans, Barella est arrivé il y a 5 ans, Di Marco, Lautaro Martinez sont là depuis 2018, Bastoni est là depuis 2017, énorme vécu commun. Et bien sûr pour l'Inter, un énorme vécu tout court. C'est l'équipe la plus âgée de Champions, au-dessus de 30 ans, d'assez loin l'équipe la plus âgée de la Ligue des Champions cette saison. Un monstre d'expérience, qui a fait un très très beau parcours en phase de Ligue, qui a fini 4e sur 36 bien sûr. Ils avaient démarré avec un match nul à l'Etihad contre un City qui n'était pas encore le City vulnérable de la suite de la saison, qui avait encore Rodri. Ils ont battu Arsenal en phase de Ligue aussi. Ils ont encaissé un seul but contre le Bayer Leverkusen, ce qui leur coûte une défaite d'ailleurs à l'extérieur. Leur seul but encaissé donc de toute la phase de Ligue. Et derrière, ils ont battu le Feyenoord 2 fois en 8e de finale. Ils ont sorti le Bayern en quart dans un énorme choc. Et bien sûr, on s'en souvient bien de celui-là, le Barça dans la demi-finale du siècle. Je crois qu'on était tous un petit peu comme ce gars à la barre de Giuseppe Meazza. Méga parcours pour l'Inter qui a perdu donc qu'un seul match sur 14 contre le Bayer Leverkusen dans une compétition qu'ils ont clairement dans le viseur. C'était une fin de saison assez difficile pour eux en Serie A. Seulement 4 victoires sur les 8 dernières journées. Ça leur coûte le titre. Mais avant cette 38e contre Côme, où le titre était encore accessible, si Naples faisait un mauvais résultat et qu'il l'emportait contre Côme. Pourtant, Inzaghi a décidé de mettre au repos quasiment toute son équipe A. Ils ont démarré ce match avec Correa, Taremi, Zalewski, Aslani.
Carlos Augusto, De Vrij, Bissek, leur priorité, leur focus, c'est la Champions. Ils ont faim de gloire européenne. Ils veulent le faire, 15 ans après 2010. Sur leur force, on en a parlé un petit peu tout au long de la saison. L'araignée bionique, l'araignée noire et bleue. Inzaghi, un des 5 meilleurs entraîneurs du monde facile. Il a créé cette araignée bionique Nerazzurra qui opère selon un principe, trouver l'espace et le pulvériser avec son laser Terminator. C'est une équipe spatiale, assez peu positionnelle, qui cherche les poches d'espace. Avant tout, ici, ils sont en blanc. Attention, l'Atalanta est en bleu et noir. Donc c'est une araignée blanche pour le coup ici. Et regardez, Acerbi, défenseur central, le central des centrales. Après avoir donné côté, il y a une poche d'espace à aller chercher. Toute cette équipe interiste veut chercher l'espace en priorité. S'il y a une poche, peu importe si tu es défenseur central, tu vas aller la chercher. Acerbi, longue course. Pareil, sur cette phase de relance, qui sont les joueurs les plus reculés? Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Pavard. Sur cette petite course de décrochage, ça ouvre de l'espace derrière. Ils adorent faire ça. Ils sont très verticaux, l'Inter. S'ils peuvent attaquer en 10-15 secondes, pas plus, ça leur plaît. Ballon par-dessus, Marcus Thuram en déviation, ça aussi on l'a vu tout au long de la saison. Et Mkhitaryan qui était ici sur la première ligne de construction, première ligne de build-up, qui se retrouve à faire l'appel presque le plus avancé. Et on a Dumfries aussi dans la position la plus haute et la plus axiale, alors que c'est un piston droit. Les positions sont extrêmement fluides à l'Inter. On cherche l'espace avant tout. Et bien sûr, Bastoni, c'est un des symboles de ça. Défenseur central, gauche sur le papier, se retrouve dans des positions extrêmement avancées. Sa qualité de patte gauche, ça c'est une des images qu'on voit le plus en Serie A quand on regarde l'Inter. Il est top 1% en Europe parmi les défenseurs centraux en passe décisive, en action menant un tir, normal, il est tellement impliqué sur les phases offensives, en possession progressive, mais aussi en passe progressive reçue. Il est récepteur du jeu offensif, du jeu vertical et tranchant de l'Inter, tout en ayant des très très bons chiffres de tacle. Je me souviens de son match contre Naples, face à Romelu Lukaku notamment, dont on avait parlé. Ouais, Bastoni, c'est un sacré joueur. Et l'Inter est très très fort. Cette qualité spatiale, l'inversion des positions. Bon, le beau symbole, c'était Acerbi qui marque le but de l'égalisation contre le Barça dans cette position, dans le temps additionnel bien sûr. Ils sont de partout. Et cette araignée bionique qui se déplace sur toutes les zones du terrain, elle inflige des morsures vénéneuses. L'Inter est très fort offensivement. Mine de rien, c'est une équipe qui marque beaucoup, qui a la meilleure attaque de Serie A, qui en a planté 7 contre le Barça en demi-finale, et qui a 21 buteurs différents cette saison, toutes compétitions confondues. 21 buteurs, avec je crois 14 au-dessus de la barre des 3 ou plus. Mais 21 buteurs différents, c'est plus par exemple que le Paris Saint-Germain, qui en a 18. C'est même plus que le Barça, la meilleure attaque d'Europe de très loin, qui en a seulement entre guillemets 19. 21 buteurs différents pour l'Inter. Acerbi, c'en est aussi un symbole. Et la qualité qu'ils ont sur la largeur, elle est résumée par exemple par l'apport de Denzel Dumfries et Federico Di Marco. Dumfries, cette saison, très grosse saison pour Dumfries. 11 buts, 6 passes, Di Marco 4 plus 11. Cumulé à eux deux, les deux pistons, les deux méga pistons de l'Inter, c'est 15 buts, 17 passes D. Cette araignée est très dangereuse sur la largeur. À une époque, on les appelait les lieutenants de la largeur. C'est Bastoni, c'est de Dumfries ici, ensuite avec du relais. Bastoni qui se propose dans le demi-espace pour projeter, pour percer et qui va servir Marcus Thuram. La double oblique, la classique de ces lieutenants de la largeur. Ici encore, Bastoni, la feinte dans un sens pour se remettre sur l'autre pied. Et il y a Dumfries autre côté, second poteau, avec ses centres fuyants très très dangereux. C'est régulièrement le cas. Dumfries, ce 3-5-2 qui se déploie sur toute la largeur, il est extrêmement dangereux face à une équipe qui cherche surtout à contenir l'axe. Régulièrement au second poteau, que ce soit Di Marco, que ce soit Dumfries, il y a des joueurs libres, il y a des centres dangereux de renversement à aller mettre. Ici, ça avait conduit à un but. Bastoni dans le dos, ici contre Naples, pour Di Marco. Ils auront ce maillot d'ailleurs sur la finale de Champions, le maillot jaune. Ouais, magnifique petit ballon par-dessus, et c'est très très dangereux. Bastoni, Di Marco et Dumfries à la réception de ce centre. 3 joueurs défensifs sur le papier. Non, quand on a vu l'Inter cette saison, on sait 3 joueurs dont la qualité de verticalité sur la largeur, qualité de pied, qualité de projection, sens spatial. 3 joueurs qui rendent cet Inter extrêmement menaçant sur leur phase de possession rapide. Ça ne dure jamais très très longtemps, c'est très vertical, très tranchant. Comme on a dit, si l'Inter peut avoir le ballon 10-15 secondes, pas plus, et générer un tir au bout, ensuite se replier, ça leur va très bien. Di Marco, la qualité de pied qu'il a sur ce ballon renversé, c'était contre Pilsen, je crois, il y a quelques années. Magnifique contrôle, il la remet en une touche. Pour Dzeko, je crois qu'il avait fini. Ouais,
Carlos Augusto là, la qualité de pied aussi, et Lautaro qui termine, ils sont très très forts sur la largeur, et ils ont aussi de bons joueurs offensifs. Lautaro Martinez, bon, qui fait une saison en Champions où il a marqué quasiment à tous les matchs, des buts clés, des buts vitaux, sans être égoïste, peut partager. Ici, c'est pas conclu au bout par Fratesi, mais il avait donné le ballon même sur un match que l'Inter gagnait 2-0. Et Marcus Thuram, qu'est-ce qu'on dit de Marcus Thuram? Si Lautaro Martinez, c'est certains gestes lumière, notamment dans le jeu en déviation, Marcus Thuram, c'est des matchs de gladiateur, un vrai combattant, et les ballons par-dessus que l'Inter met, où il est tellement utile sur le jeu en déviation, la charge physique qu'il impose à ses vis-à-vis, dos au jeu, plus la qualité technique qu'il a, de projection aussi, lancé, comme ici contre Feyenoord, quel geste il envoie, la frappe derrière en pleine lucarne. Marcus Thuram est au sommet de son art, avec Lautaro Martinez, ils forment une paire excellente. Ouais, ils sont très très forts. Et il y a pas mal d'individualités au Zénith, à l'Inter. Si on parle de Thuram, de Lautaro, on a parlé de la saison de Dumfries, on a parlé de celle de Bastoni, Di Marco, ça fait toujours peur. Jan Sommer dans les buts vient de sortir d'une des performances légendaires de l'histoire de la Champions. Cette équipe a beaucoup de très très bons joueurs, et cette araignée bionique, ces morsures font très très mal. Ils ont aussi, Marcus Thuram, on voit ici décisif, le but du 4-3 en prolongation en ayant déménagé tout le côté gauche du Barça. Ils sont aussi mortels sur coup de pied arrêté. Leurs morsures sur phase arrêtée sont très très envenimées. Çalhanoğlu, ça c'était le coup franc direct contre l'Étoile Rouge, début de saison en phase de ligue. Mais il y a aussi Di Marco qui peut le taper, donc un droitier, un gaucher, c'est pas mal. Qui a d'aussi bons tireurs de coup franc que l'Inter dans le foot européen? Pas grand monde. Ils ont aussi la qualité sur corner, où ils marquent énormément. On a beaucoup parlé d'Arsenal, dangereux sur les corners. L'Inter, pour moi, c'est la meilleure équipe cette saison sur coup de pied arrêté. C'est une de leurs vraies zones de force. Et on sait que le Paris Saint-Germain peut être un petit peu vulnérable dans cette zone. Donc attention à ça, ils sont très très forts là-dessus. Et la réalité, c'est que c'est juste une équipe qui n'est pas là par hasard. Une seule défaite, comme on a dit, sur 14 matchs en Champions, menée au score 16 minutes seulement dans toute sa campagne européenne, depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. 16 petites minutes menées au score. Ils ont réagi contre le Barça, ils ont sorti Bayern et Barça. Ils sont forts, ils sont très très forts. Malgré tout, ils ont quelques faiblesses. J'ai déjà commencé à l'évoquer dans le débrief du match contre l'Inter, dans la vidéo qu'on a fait avec Stan derrière. Les jambes lourdes, ça se voit un petit peu en fin de match. Lautaro Martinez, qui revenait de blessure, a dû sortir à la 70e dans ce match. Di Marco, bon, Yamal lui c'est assez mal. Yamal qui passe 14 dribbles dans ce match. Di Marco était sorti à la 55e, remplacé par Carlos Augusto. Ouais, Çalhanoğlu, 31 ou 32, Mkhitaryan, 36 ou 37. Ils ont beaucoup de gars âgés. Je pense qu'on en parlait avec Stan. 10 joueurs au-dessus des 30 ans ou plus, un truc comme ça. Le Paris Saint-Germain, je crois qu'il n'y a que Marquinhos dans tout l'effectif qui a 30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont eu des problèmes de blessures. Là, ils arrivent relativement au complet. Mais clairement, les fins de match, c'est un peu comme leur fin de saison, où ils perdent le titre en Serie A. Ils ont un gros manque d'énergie et ils avaient vécu un très très gros coup dur à l'heure de jeu contre le Barça. Le manque d'endurance, le manque d'énergie qu'il y a dans des jambes lourdes de l'effectif le plus âgé de la Champions, comme on a dit, ça peut coûter quelque chose sur une finale de Champions. Il manque peut-être un petit peu de contrôle aussi. Avec ballon, cette araignée bionique, elle est peut-être un peu trop frénétique parfois. Le style extrêmement vertical, rapide, projection rapide pour quelque part se protéger un petit peu défensivement de l'Inter, ça fait aussi qu'ils n'ont pas de possession défensive anesthésiante. Je me souviens de ce match contre l'Atalanta, où par exemple Barella ici, ok, il cherche la passe verticale. L'Inter cherche tout de suite à être très vertical, très tranchant, c'est leur jeu. Elle est coupée. L'Inter récupère le ballon 5 secondes plus tard. Barella, il tente encore le dribble de percussion, d'élimination, et c'est encore un ballon perdu dans sa propre moitié de terrain. L'Inter qui réussit pas à enlever le venin des matchs, anesthésier l'adversaire avec de la possession défensive, et bah c'est aussi cet Inter qui se fait rattraper 2 fois par le Barça en ayant mené à plusieurs reprises dans des matchs par 2 buts d'écart. Ça leur arrive souvent, l'Inter, de mener et de se faire rattraper parce qu'il manque un petit peu d'énergie sur la fin de match et parce qu'ils n'ont pas vraiment de contrôle avec ballon. Ça fait vraiment pas partie de leur identité et de leur style. Ouais, ça on l'a vu aussi. Fin de match contre l'Atalanta, pareil. Ça cherche tout de suite en 1-2 passes du jeu vertical tranchant. C'est coupé ici, c'est la 73e minute dans un match hyper important contre l'Atalanta. D'autres équipes réussiraient à imprimer un petit peu plus de contrôle sur ces fins de match. Et enfin, je pense, parmi les faiblesses de l'Inter, défensivement, il faut peut-être pas trop rester sur cet Inter de phase de ligue qui avait encaissé qu'un seul but. Défensivement, l'Inter, c'est quand même seulement
c'est 35 buts encaissés en Serie A. Je veux dire, c'est seulement la même défense que par exemple la Juve ou la Roma, et on ne fait pas tout un foin sur leur performance défensive à eux. Bon, l'Inter, sa qualité, c'est surtout d'avoir marqué 79 buts, 20 de plus que Naples. Et pourtant, avec 20 buts de plus marqués que Naples, ils n'ont pas été champions. 35 buts encaissés, c'est pas rien. Et si on regarde les XGA, d'ailleurs, c'est encore pire. Si Sommer sortait pas des miracles dans les buts, ce serait encore pire. 42,43 XGA encaissés, c'est la 5e performance défensive de Serie A. Sommer a rapporté peut-être 7-8 buts. Sinon, ça aurait été encore un petit peu plus. C'est une équipe, ouais, quand même, qui en a pris 6 contre le Barça. C'est une équipe, si on regarde les XG encaissés, pareil, en quart de finale et demi-finale, match aller, match retour. Finalement, que ce soit contre le Bayern, 2,3 à l'aller, 1,5 au retour. Contre le Barça, 1,4 à l'aller, 2,8 au retour. Dans aucun de ces 4 matchs, ils n'ont gagné la bataille des XG. C'est peut-être pas le plus important, mais ça montre que défensivement, ils constatent des grosses occasions. Ça arrive dans les matchs de l'Inter, ils prennent quelques grosses occasions. Et on se souvient dans ce match de, par exemple, Di Marco torturé un petit peu par Lamine Yamal. En face de lui, que ce soit Désiré Doué ou Bradley Barcola, Achraf Hakimi et ses débordements, ses dédoublements extérieurs, intérieurs, Di Marco va avoir beaucoup de travail. Ils peuvent se retrouver dans des situations compliquées. Je me souviens par exemple aussi le but qu'ils encaissent face au Bayern de Thomas Müller, où à l'époque, Bissek, Pavard, Acerbi ont un petit peu de mal sur un centre comme ça coupant entre la dernière ligne et Yann Sommer. Ça peut être un petit peu difficile pour eux. Maintenant, comme on a dit, ils ont un super 11, ils se connaissent super bien, c'est une équipe qui n'est pas là par hasard, qui a de la qualité aussi sur les entrants. Alors, ça devrait être Pavard titulaire sur cette défense à 3, il devrait être de retour à temps, mais Fratesi, par exemple, son entrée avait fait beaucoup de bien. À l'Inter, on peut parler de Zelinski, on peut parler de Zalewski, Mehdi Taremi aussi, Marco Arnautovic que j'ai pas mis là, il y a Darmian, il y a Carlos Augusto. Ils ont quand même de la qualité sur le banc pour réussir à négocier ces fins de match où ils peuvent manquer un petit peu d'énergie. Et voilà pour l'Inter. Le PSG maintenant, ce Paris Saint-Germain qui est de retour en finale, mais c'est pas un PSG de retour. Pour moi, c'est vraiment un PSG d'une première arrivée. C'est le PSG que ce club aurait dû être au début. C'est un PSG enfin moderne, enfin authentique. C'est un Paris Saint-Germain qui est dans le vrai. Alors, ils vont jouer leur 2e finale de Champions, mais quelque part, c'est aussi un petit peu leur première. C'est la première pour tout ce groupe. Si on regarde le PSG contre le Bayern en 2020, le 11, Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Paredes, Marquinhos, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappé. Waouh, autre époque. C'est seulement Marquinhos dans cet effectif actuel qui a vécu la finale de 2020. Et encore, c'était milieu défensif. Sous Thomas Tuchel, même les entrants, Verratti, Choupo-Moting, Kurzawa, Draxler, Rico Icardi, Sarabia, Diallo, Bakker et Gay et Boulka et Dagba sur le banc. Cette équipe a énormément changé, rien à voir par rapport à la situation de l'Inter il y a 2 ans. 5 ans aussi, c'était il y a plus longtemps. Mais pour moi, c'est vraiment la première pour ce groupe actuel du PSG. Pour une équipe qui est très jeune, on a parlé de l'Inter, première équipe la plus âgée de Champions. Si on regarde l'inverse, le Paris Saint-Germain est la 5e équipe la plus jeune, 4e même, égalité avec le Shakhtar, des 36 en Champions. C'est une équipe extrêmement jeune, dont l'avenir est peut-être radieux, mais il faut la gagner maintenant. Tu sais jamais quand tu seras de retour en finale. Donc pour moi, dans un certain sens, c'est un peu la première Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions de l'histoire du PSG, aussi parce que c'est la première vraie, entre guillemets, pas Covid, pas Final 8, c'est la première devant un public, c'est la première de l'histoire du Paris Saint-Germain devant ses propres supporters qui vont pouvoir assister à une finale de Champions de leur club. Pour moi, il y a la sensation qu'on est sur un moment plus grand que 2020. Bien sûr, Paris aurait aimé la gagner en 2020, ça ne retire rien à la performance du Bayern qui l'a gagné en 2020. Et je me souviens d'avoir dit à mes potes à l'époque, je ne sais pas si c'était trop d'accord, mais je disais, au pire, si vous la perdez, au moins vous aurez l'occasion de gagner votre première vraie dans des vraies conditions. Et peut-être que ce sera encore plus beau quand ce jour arrivera. Pour moi, on est sur le moment pour lequel ce club a été bâti, cette finale de Champions à l'Allianz Arena. Alors, Paris n'a pas vécu le même parcours que l'Inter, loin de là. Seulement une victoire sur les 5 premiers matchs, c'était contre Girona. Derrière, des défaites contre Arsenal, Atlético, Bayern, un nul contre le PSV Eindhoven. Une seule victoire, 3 buts marqués en 5 matchs. Toute la France les voyait éliminés. Tout le monde moquait le style stérile de Luis Enrique. Pas trop ici sur la chaîne, même pas du tout. Et je crois que la suite a montré qu'il y avait un fond de jeu quand même intéressant, qu'il ne fallait pas trop se fier aux résultats, même si des changements ont été faits, même si l'approche a été en partie modifiée. La suite
La victoire contre Salzbourg, celle contre Manchester City, le renversement de situation contre City. Oublions pas que le Paris Saint-Germain était mené 2-0 dans ce match. À la 55e, renverse la vapeur. Ce qu'ils ont réalisé là-dedans, c'est un des fondements de leur histoire de cette saison. Stuttgart derrière en 8e journée pour conclure et pour aller se qualifier. Brest démantelé, aller-retour 10-0. L'exploit d'Anfield, bien sûr, en ayant dominé l'aller, même s'ils le perdent 1-0 derrière cette séance de tir au but. La grosse frayeur contre Aston Villa, on va y revenir. Mais les 2 victoires contre Arsenal, 8 matchs sur 14 contre des Anglais. Paris a vraiment battu la Première Ligue, 8 avec Arsenal en J2. 8 matchs sur 14 contre des Anglais. Paris a dominé la Première Ligue cette saison et a vraiment donné la sensation de monter en puissance. Et en plus, les 3 titres domestiques remportés, la Coupe de France, la Super Coupe, le Trophée des Champions, la Ligue 1, en étant presque invincible jusqu'au bout. Mais il reste le Graal, il reste le plus important. Et sur les forces du PSG, on les a tellement faites. Les 5 ions, quand on a fait cet épisode de top 8, on parlait de la pression, de la possession, des permutations, cette fluidité offensive du système de Luis Enrique, la création, le nombre d'occasions générées, à la fois sur phase arrêtée, basse, face à un bloc bas, mais aussi en transition, la force transitionnelle de ce PSG, qui génère en vrai la plupart de ces grosses occasions là-dessus, et la qualité à la finition qui a augmenté. Ce PSG fait beaucoup de choses. On connaît les gars de Luis Enrique, ils sont très forts. Ils ont aussi la mentalité, ça c'est quelque chose qu'ils ont ajouté en 2024-2025, cette force mentale, ce groupe qui est né, le respect de l'adversaire par rapport à une époque où il y avait des gris-gris qui sortaient un petit peu trop facilement dès qu'on était dans la facilité, mais aussi le respect du jeu et de soi-même. Ne pas lâcher de la première à la 90e minute, dos au mur ou même dans une position de confort au score. Le Paris Saint-Germain cette saison a continué de donner son maximum jusqu'au bout, remporter des matchs 7-0 s'il y avait l'opportunité de le faire. Je trouve que quelque chose est né aussi dans ces moments-là. Et ce qu'ils ont réalisé contre Manchester City, contre Stuttgart, à Anfield, contre Arsenal, ils ont montré beaucoup de résilience et de qualité mentale. Enfin, un 11 qui est au zénith. Quand on regarde le 11 actuel du Paris Saint-Germain, Donnarumma, il est revenu. Il est en train de sortir une phase à élimination directe depuis le match aller contre Liverpool. Tout ce qui s'est passé après, match retour à Anfield, les 2 contre Villa, les 2 contre Arsenal, il y a 10 arrêts magnifiques de Donnarumma. Il est énorme en ce moment. Achraf Hakimi fait la meilleure saison de sa carrière. Il est tellement fort. Nuno Mendes, son match face à Salah, qui passe un dribble en 200 minutes, qui doit être sorti à l'heure de jeu, peut-être au match aller. Énorme match de Nuno Mendes. Marquinhos, Pacho, charnière solide. Vitinha, Neves, Ruiz, les 3 à un très bon niveau. Fabien Ruiz, qui aurait pensé. João Neves, il est capable de matchs stratosphériques. Il a quelques performances élites de la saison en Ligue des Champions. Kfara, c'est une des meilleures recrues du mercato hivernal de l'histoire. Son intégration express et des matchs de Champions dans lesquels il a été décisif, déterminant, notamment contre Villa. Quelle intégration éclair. Dembélé, candidat Ballon d'Or. Doué, Barcola, dans des registres différents, de superbes armes à avoir dans ton secteur offensif. Le Paris Saint-Germain, individuellement, tout le monde, je trouve, est très fort. Et ils arrivent sans blessés majeurs. Et ça a rarement été le cas aussi dans l'histoire récente du PSG. Malgré tout, il y a des moments de flottement, des moments de fébrilité. Je ne sais pas si c'est une conséquence de l'âge. On a parlé de cet effectif très jeune. Je ne sais pas si c'est une conséquence du projet Luis Enrique, du style, ou si Paris a peut-être un petit peu ça dans son identité aussi. Mais contre Villa particulièrement, ça se joue à ce ballon sauvé, pas sur la ligne, mais dans les 6 mètres de William Pacho. Sinon, ça peut être très différent l'histoire qu'on dit de cette équipe. Contre Villa, ils ont souffert à Birmingham. Contre Arsenal aussi, on s'en souvient, le match retour, les 20 premières minutes au Parc des Princes, très difficile pour Paris. Attention, mentalement, il y a des moments où Paris est nettement en dessous de son niveau moyen et ça peut un petit peu flotter. La gestion des coups de pied arrêtés défensifs aussi, on en parle depuis le début de saison, c'est un peu moins vrai. Il y a un petit peu d'amélioration dans ce secteur, notamment sur les corners, les sorties de Donnarumma, mais quand même, Paris, une des caractéristiques de son effectif, c'est pas que la jeunesse, c'est aussi la taille. Il y a juste à regarder au milieu de terrain, par exemple. Il y a un seul joueur, je crois, d'1m90 à Paris, contre plus de 10 à l'Inter. Les ballons, comme celui-ci que Thomas Partey envoyait, les centres, les touches, en mode de lap. Incroyable danger que Arsenal réussissait à imprimer dans ces phases du jeu. Sur cette reprise de Martinelli, il fallait un gros arrêt de Donnarumma, les corners tout au long de la saison. Ça a été un problème. Par contre, je dirais sur les coups de pied arrêtés de Paris,
les offensifs sont bons. Ces corners tapés à 2, où tu fais toute la largeur, va à l'autre côté. Ça avait permis, par exemple, à Désiré Doué de marquer le but de l'égalisation contre Aston Villa au match aller. Les coups de pied arrêtés offensifs sont bons. Là, dans ce registre, et Vitinha, on en a parlé l'autre jour, à Paris a une vraie qualité, plus que la moyenne. Donc ça permet d'équilibrer un petit peu les choses. Mais voilà, méga match. Le 11, pour moi, il y a un seul doute, c'est Doué ou Barcola. Si je devais choisir, je dirais peut-être plus Doué, parce que l'Inter aime être bas, pour ensuite piquer en transition. Et face à un bloc bas, j'aime bien Désiré Doué pour déséquilibrer sur moment un petit peu arrêté. Je pense qu'on a vu Di Marco souffrir face à Yamal, un superbe dribbleur. Doué, pour moi, les dribbles sur moment arrêté comme ça, et peut-être top 5 en Europe. D'ailleurs, je pense que les chiffres le disent. Si on regarde le nombre de dribbles réussis par 90 minutes, il doit y avoir Yamal 1, Doku pas loin, Doué dans le top 5, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, peut-être ça. De toute manière, c'est un secteur offensif extrêmement fluide. Barcola ou Doué en sortie de banc, les deux, t'es content. Peut-être même plus Doué en sortie de banc. Je sais pas. Paris a des possibilités. Paris, par rapport à une équipe où on parlait d'un effectif à 15-16 joueurs, la force, la profondeur de leur effectif, mine de rien, Zaïre Emery, je crois que c'est 1 minute ou jouer sur l'aller-retour contre Arsenal et peut-être une 20-30 minutes maximum en prenant en compte le quart contre Aston Villa. Ramos a peu joué finalement, que des fins de match qui ont été finies. Lee a très très peu joué depuis la première phase. Donc finalement, on est plus sur 11, 12, 13 joueurs que sur les 15-16 dont on parlait à une époque. Mais ils sont tellement forts et ils sont tous en forme que peut-être que ça peut suffire. On a suffisamment parlé, c'est l'heure du prono. Qu'est-ce que ça va donner? Alors vous savez qu'ici, on croit en l'Inter depuis un moment. J'avais fait cette vidéo attention à l'Inter quand je faisais l'épisode top 8. On regardait les 8 quarts de finalistes de Champions. C'était la vidéo la plus longue que j'avais faite, 33 minutes, pour disséquer la force tactique de cet Inter, sa spatialité, l'araignée bionique, tout ça. Ils ont beaucoup de force. Ils étaient sous-cotés à l'époque. Ils le sont plus aujourd'hui. Mais on y croit bien, on avait dit, et si c'était eux, après ce quart de finale remporté contre le Bayern, ils avaient quand même vécu des moments où ils avaient souffert. Et surtout, je me rappelle de cette finale 2023 contre Man City, où même au-delà des tirs, 2 fois plus que City, plus de tirs cadrés, etc., je me souviens d'un début de match, même avant le but de Rodri, etc., où l'Inter avait vraiment bien attaqué, et était même supérieur à City, je trouvais. Si Lukaku est un petit peu plus inspiré sur les dernières actions aussi, ils peuvent amener ce match en prolongation. Ils avaient fait une très bonne finale à Istanbul. Tout ça pour dire attention à l'Inter. Malgré tout, à l'heure du prono, est-ce que vous êtes surpris? Parce que c'est quand même quelques temps qu'on donne régulièrement le Paris Saint-Germain vainqueur de ces matchs de Champions. Pour l'instant, cette saison, ça a plutôt bien marché. Mais malgré tout, je vois quand même le PSG le faire. Je pense pour la raison principale qui est que l'Inter souffre sur les fins de match. Comme on a dit, c'était le cas contre le Barça. Ils ont trouvé un second souffle un peu inespéré avec ce but d'Acerbi. Mais pour moi, si je suis Hansi Flick, ce but, c'est encore un de mes cauchemars parce que jamais ils doivent revenir dans ce match. Jamais le Barça doit ouvrir la porte dans ce match. L'Inter, de la 60e à la 90e minute, ça peut être un petit peu compliqué. Leur fin de saison, on l'a vu. Je crois qu'ils peuvent manquer un petit peu d'énergie sur la longueur. Ça va être un match toutefois très très difficile. Je les vois peut-être ouvrir le score, l'Inter, et ensuite s'écrouler un petit peu sur la fin, ce qui donnerait un scénario assez épique si vous êtes supporter parisien. Et ouais, je vois que le pari qui a été le plus réalisé, 2-1, c'est effectivement là où je pars. Le plus probable selon les bookmakers, c'est 1-1 à 5,50. Mais moi, je pars sur 2-1 pour le PSG à 8. Lautaro Martinez, buteur. Dembélé, le but de la victoire. Dembélé, le but de la victoire. À 1 partout. Fin de match. Dembélé, le but décisif et le but le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça va être un méga match. Les gars, j'ai trop hâte. C'est la finale de Champions, ça signifie aussi fin de saison, mais restez quand même connectés sur les quelques jours qui suivent cette finale, parce qu'il se pourrait que la plus grosse vidéo de l'histoire de la chaîne sorte. Je n'en dis pas plus. Savourez cette finale de Champions. On se retrouve pour la débriefer au coup de sifflet final. Et voilà. Ça va être énorme. Prenez soin de vous les potes, et à très vite. Bisous.